Bienvenue à tous, c'est J'avoue, dernier dimanche du mois. Ça commence maintenant. Fréquence 3. Fréquence 3. J'avoue, c'est pas le bonheur. J'avoue, Jimmy, j'avoue que dans la nuit, je ne te loupe jamais. Ta vive moto inouïe. J'avoue pour toi j'aurais fait des folies. Mais l'erreur est humaine, j'avoue j'ai fait des erreurs. J'avoue j'ai tricé, menti, trompé, senti. Oui j'avoue que je me suis trompé. J'avoue, quand ton regard se pose sur moi. Oui j'avoue tu as fait penser mon sommeil. Et j'avoue que c'est mort. Toi tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts. J'avoue qu'il est parti avec un gars pas ordinaire. Non mais j'avoue, comment voulez-vous être jaloux? J'ai parlé sur toi, j'avoue. Oui, je l'avoue, j'ai regardé ton mais seulement du coin de l'œil. Oui, j'avoue tout. Rien ne peut nous séparer. Tout. J'avoue c'est pas tout d'en parler. J'avoue ça va me faire enrager. Je vais rester entêté mais jamais résigné. C'est sûr, demain j'avoue. Demain je lui dis tout. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce dernier dimanche d'avril. C'est dimanche et on est toujours en confinement et depuis un an, vous êtes nombreux à avoir vu tout le catalogue Netflix, tous les Disney et tout ce qui se passe à la télé, n'en parlons même pas. Mais il reste encore les séries d'antan. Vous savez, les séries des années 90. Souvenez-vous, ces sitcoms. Alors vous regardiez quoi? Racontez-nous tout, écrivez-nous. Daniel@fréquence3.fr. On va même faire un petit sondage, on va faire une espèce de top de hit parade de quelles sont les séries d'époque, séries des années 90 qu'on regarde encore, qu'on regarde en cachette, qu'on regarde sur YouTube, qu'on regarde en streaming, vous voyez de ce que je veux dire. On fait un sondage sur l'Instagram de Fréquence 3, sur le Facebook aussi, allez-y, vous nous écrivez quelles sont les séries que vous regardez encore. Et en parlant de sitcom, en parlant des séries AB Productions, les fans vont être ravis. Car il y a une chaîne officielle sur YouTube qui s'appelle Génération Sitcom et on y retrouve tous les épisodes et toutes les saisons complètes d'Hélène et les garçons, Les filles d'à côté, Le miel et les abeilles, Salut les musclés, L'un contre l'autre et j'en oublie plein. Vous savez, ces fameuses séries produites par Jean-François Porry, de son vrai nom, Jean-Luc Azoulay. Et en parlant de Jean-Luc Azoulay et des séries AB, la nouvelle est tombée cette semaine. Jean-Luc Azoulay relance Les filles d'à côté. Donc il y avait Les filles d'à côté. Souvenez-vous cette série avec Marc, l'écrivain raté, et Daniel, le photographe, et les voisines, les filles. Et bien, il y a eu une suite, Les nouvelles filles d'à côté. Et il y a eu, et donc cette semaine, Jean-Luc Azoulay annonce qu'il relance les nouvelles filles d'à côté vont revenir. Voilà, voici le générique. Ça vous parle là, non? Mais si, ça vous parle. On regardait tout ça. Donc Jean-Luc Azoulay relance Les filles d'à côté. Ça passera sur C8. Et le coproducteur, c'est Cyril Hanouna. Un gage de qualité. Alors, est-ce qu'on est arrivé à un point de non-inspiration? Est-ce que se mater une bonne vieille série à l'ancienne équivaudrait à se replonger dans un classique de littérature? On va demander à l'expert Alain Carazé, journaliste, spécialiste, expert en série, qui réalise le podcast nommé Previously, où il analyse et décrypte toutes les séries du moment et les séries d'antan. Salut Alain et bienvenue dans J'avoue. Alain, est-ce que tu es là? Bon, alors, moi, maintenant, je vous confie un truc. Oui. C'est moi qui m'étais exprès déconnecté parce que pendant 5 minutes, la musique des filles d'à côté et parler des séries d'AB Productions, c'est au-delà de mes forces. Aide, si vous voulez, intellectuellement parlant, j'avais le cerveau qui était en train de fondre, littéralement. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, je me suis barré. Non, mais je plaisante, évidemment, je me suis pas barré. Il y avait un problème de connexion. Mais j'étais à 2 doigts, quand même. Hein. Tu m'as volé un peu la vedette de la voix, quand même. Hein. C'est la voix qui fait ce genre
de réaction désobligeante, mais je partage ton avis sur mais ça ne fait que commencer. Mes chers amis, vous n'êtes pas au bout de votre... Vous en avez 1 heure, comme ça. Sois le bienvenu, Alain, dans j'avoue.com. J'avoue, j'ai fréquence 3, voilà. Écoute, Daniel, tu dis sois le bienvenu, on en reparlera dans une demi-heure déjà. Peut-être que vous virerez de votre émission. C'est la fin de cette émission, c'était vraiment sympa. Alain Carazé, tu es journaliste spécialiste expert en séries et tu fais le podcast nommé Previously où tu analyses et décryptes toutes les séries du moment et les séries d'antan. Alors comme je suis un peu le docteur en séries, eh bien je pense que c'est un peu mon heure, on va dire, et je vais passer sur le divan et ça sera l'heure de ma confession. Et ça sera je m'allonge, voilà, je suis comme ça. Et ça s'appelle C'est grave docteur. Donc tu vas me dire si c'est grave. Détends-toi, allonge-toi. Voilà, je me prépare. Alain, est-ce que c'est grave docteur de regarder que des séries d'antan? Alors oui, parce que quelque part tu passes à côté des séries de maintenant. Tu fais la même erreur que plein de gens ont fait dans les années 60 en disant mais les séries c'est sans intérêt. Et 20 ans après, ils se sont réveillés en disant mais Chaperon les bottes de cuir, les mystères de l'Ouest, Amical Mode, c'est génial. On n'en fait plus des comme ça. Ben si, mais il faut les regarder. Déjà, il y a 20 ans, vous ne les regardiez pas. Alors, il faut regarder celles de maintenant. Et 20 ans plus tard, ils refaisaient la même bêtise, etc., etc. Donc, oui, c'est grave. Il faut apprécier les séries d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, etc. Mais il faut aussi garder l'œil ouvert sur ce qui se fait de nos jours. Car il y a toujours autant de séries extraordinaires, de productions formidables qui se fait de nos jours. C'est un peu comme si tu me disais que tu ne lisais que les livres qui dataient d'il y a 30 ans. Oui, les classiques en littérature. Ah d'accord, donc tu ne lis que Astérix par exemple. Les classiques, c'est pas il y a 30 ans en plus. Alain, est-ce que c'est grave de n'avoir toujours pas visionné tous les épisodes de Friends ? Non, c'est pas grave parce que des goûts et des couleurs, il y a absolument aucun souci. Après, bien sûr que Friends est une marque de fabrique, bien sûr que Friends, ça a marqué quand même son époque et ça a montré ce qu'on pouvait faire avec une sitcom, tout comme d'autres séries. Mais quelque part, non, ça c'est pas grave. Ça honnêtement, c'est pas grave. Non, je me sens mieux alors. Mieux, mais c'est pas grave. Est-ce que chercher dans New York, dans toute la ville, les façades emblématiques qu'on voit des immeubles, des appartements qu'on aperçoit entre les scènes dans Une Nuit d'enfer ou Will and Grace, c'est grave ? Alors, non, c'est pas grave. Je veux dire, c'est ce que je fais moi, donc c'est pas grave. C'est bon, on est deux alors. Est-ce que c'est grave de rentrer dans cet immeuble en question et de le parcourir en espérant y voir les acteurs ou le studio ? Oui, alors là par contre c'est un tout petit peu plus grave et mais quelque part, généralement, dans ces immeubles et dans ces trucs, il y a toujours un panneau au début en disant « Attention, c'est uniquement une façade, il y a des vrais gens qui vivent à l'intérieur, merci de ne pas les déranger. » C'est parfaitement authentique. J'ai vécu ça à Londres en essayant d'aller, en allant à l'endroit où était censé être le prisonnier, le numéro 6 à Londres. Et en effet, j'ai retrouvé l'adresse parce qu'elle est facile à trouver. Mais il y a un panneau en disant attention, c'est une vraie maison, les vrais gens. C'est pas un décor. Donc ne toquez pas à la porte. C'est pas le numéro 6 qui va vous ouvrir. Vous allez déranger des gens qui sont dérangés en permanence. Et j'avoue qu'à New York, justement, par hasard, je suis tombé sur l'immeuble emblématique qu'on voit entre toutes les scènes dans Will and Grace, qui est le Puck Building, pas très loin de Broadway. Et je suis rentré. J'étais complètement fou. Je rentre à l'intérieur, j'allais parcourir les escaliers, le vigile m'arrête. Enfin, parce qu'il y a quelqu'un à la sécurité dans les immeubles, la plupart des immeubles new-yorkais. Il me dit qu'est-ce que vous faites ? Vous allez où ? Je dis mais vous savez où on est ? Il dit bah oui, c'est bien le Puck Building. Mais non, c'est là où a été tournée la série Will and Grace. Là, le mec, il me regarde, la bouche qui se décroche. Et il me dit je sais pas, je connais pas cette série, j'ai pas la télé. Alors je lui montre la série, il est là, je suis très content pour vous. Attends, tu rigoles, un Américain qui n'a pas la télé ? Le mec n'avait pas la télévision, il savait pas. Je lui ai montré la série. Il était aveugle. Et il a vu dans mes yeux la déception. Il a dit je suis déçu, je suis désolé je peux pas vous laisser rentrer. C'est un immeuble avec des entreprises et c'est aussi une annexe de la New York University. Et il a vu que j'étais tellement déçu, il m'a dit bon, vous dites que vous êtes un étudiant en relations internationales, que vous allez vous inscrire, vous allez directement au 3e étage. Je prends l'ascenseur, je monte, j'ai parcouru toute la bibliothèque, forcément il y a aucun décor, il y a rien, mais j'étais tout content. Oui, ça peut se comprendre. Tant que c'est une façade, c'est toujours sympathique. Encore une fois, à Londres, la maison de Brett Sinclair ou quelque chose comme ça, c'est rigolo. Mais ce n'est qu'une façade. Alors, est-ce que c'est grave de regarder que des séries
AB Productions. Alors, le miel et les abeilles, Salut les musclés, Hélène et les garçons, les années fac. Je suis coupé, je ne vous entends Premier plus. baiser, les filles d'à côté, la philo selon je vous Philippe. entends très mal. Le collège des cœurs brisés. Ok, je pense que on peut déjà avoir un petit. Ça va couper si je passe. On s'écoute le générique des années fac. On va essayer pour voir. On essaye, Alain. Tu passes sous un tunnel, je crois. Attends. C'est votre émission. Ça va trancher. Mon Dieu. Bon, on l'a pas. Bon, les années fac. Ok, d'accord. Aussi, on entend là. J'ai jamais entendu ce générique. Moi. Je ne connais pas l'émission non plus, mais voilà. Moi, et je dis pas ça juste. Bien, donc tu vois, j'ai été épargné. C'est parce que nous parlons par-dessus. Bon, allez. Fin de la torture alors pour Alain. Alain, on va faire très rapidement un quiz. Je zappe ou je mate. Ouais. Donc là, t'as la télécommande très rapidement. Joséphine, ange gardien. Je mate, mais je matais surtout il y a 20 ans. Je crois que c'est plus la peine de mater maintenant, quoi. Ça n'a pas bougé. Donc tu zappes. Ça n'a pas évolué. L'instit avec Gérard Klein. Là encore, il y a 20 ans, c'était plutôt pas mal, c'était assez progressiste. Après, de là, que ça soit revu de nos jours, je ne suis pas tout à fait d'accord. Les filles d'à côté ? Surtout pas. Alors par contre, je vais m'interrompre quelques secondes. Non, sérieusement, non. Oula, ça sent l'info secrète sur les filles d'à côté. Attention. Je veux tout savoir. Non, c'est pas du tout une info secrète. C'est que quelque part, en effet, on plaisante et on rigole sur les séries AB, etc. En fait, elles ont fait énormément de mal aux séries en général. Parce qu'à l'époque, en effet, elles étaient extrêmement populaires parce que diffusées de façon quotidienne. Mais elles ont inculqué dans l'esprit des spectateurs de l'époque le fait que toutes les séries étaient comme ça et que toutes les sitcoms étaient comme ça. Je pèse mes mots, je l'ai vécu. Donc, si vous voulez, quelque part, si vous vouliez imposer une sitcom, il fallait vraiment relever les manches et faire quelque chose. Je parle d'une sitcom française qui était un peu plus intéressante. Certains se sont cassés les dents. Il n'y a que Canal+, qui a tenté de lancer des choses un petit peu plus innovantes en se calant un peu plus au format américain, qui ont réussi à faire H ou blague à part, mais sinon, c'était foutu. Et que quelque part, ces séries faites à la hache, mal écrites, et si on peut appeler ça écrire, mais c'est une réalité. Non, c'est une réalité. Faites à la hache, c'est un beau jeu de mots quand même. Ouais, il y a l'idée. Non, mais c'est une réalité, c'est pas écrit. C'est pas écrit, je veux dire, c'est voilà. Il y a bien quelqu'un qui a dû être payé pour écrire ces merdes. Il y a beaucoup d'impro, je crois, sur H. Non, il n'y a pas d'impro, mais disons qu'il y a quelqu'un qui est payé, c'est le même qui a créé les séries, c'est le même qui a les droits dessus. Puisque c'est un pseudo. Mais honnêtement, ces séries qui étaient tournées à toute allure, sans répète, rien, parce que c'était un épisode par jour qui était produit, tourné, etc. dans les studios. C'est pas de la sitcom. Et la sitcom, c'est une comédie de situation. Là, c'était même pas drôle. Et les nouvelles filles d'à côté. De rire. Et pour les nouvelles filles d'à côté, la série qui va être relancée, tu regardes ou tu zappes ou tu mates ? Mais attendez, à l'époque, j'ai dû voir 30 secondes de ces séries-là. J'ai très bien vu le format, j'ai très bien vu ce qu'on essayait de faire, à savoir 0 dialogue, 0 interprétation, mais tout était basé sur la plastique des comédiens et des comédiennes et sur un côté, on veut toucher les jeunes ados, avec Hélène ou des choses comme ça. J'ai très bien compris, j'ai pas regardé. C'est hors de question de regarder ça. Et cette nouvelle version, non, je suis très sérieux. C'est sans intérêt. C'est sans intérêt. Même cette nouvelle version qui va arriver sur C8, qui est coproduite par Cyril Hanouna ? Alors donc, là, si tu veux, pour être très clair, tu me demandes d'avoir un avis sur quelque chose qui n'existe pas. Oui, ça arrive. Peut-être que tu l'aurais vu en avant-première. Oui, bien sûr, c'est pas écrit, c'est pas tourné. Pardon, écrire. Excusez-moi. Bon, on continue. La Casa des Papel, je zappe ou je mate ? Eh ben non, tu regardes parce que La Casa des Papel, c'est une très bonne série des années 80. Ok. Ah, des années 80, oui. Je voulais voir si tu suivais, voilà, c'est bien. Fantomètre. C'est une très bonne série des années 80, étant donné que c'est écrit et que c'est produit comme une série des années 80. Ok. Fantomètre. Fantomètre, c'était plutôt pas mal pour l'époque. C'était une des rares séries françaises dans lesquelles il y avait une super héroïne. Oui. Bon, c'était une série pour les enfants, bien sûr. C'était quand même précurseur. Il y avait la trottinette. Ouais, exactement. Oui, il y avait une trottinette, un moteur thermique. Wow, avec un fumigène. Incroyable. Et je zappe ou je mate X-Files ? Non, X-Files quand même là a marqué. X-Files est une série absolument remarquable. À tout niveau. Oui. Production, création, innovation, là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu... Alors, je ne veux pas être méchant avec tout ce qui a été cité,
mais c'est pas du tout la même catégorie. Ça n'a rien à voir. L'implication de tous ceux qui ont créé la série, la volonté de changer les choses, de faire ce qui n'était pas fait jusqu'alors. Voilà, enfin, c'est une remarquable série. Donc, c'est une remarquable série. Donc on mate. Et je zappe ou je mate. Alerte à Malibu. Je tenterais même de dire que c'est assez indispensable à votre culture sériephilique de voir quelques épisodes de X-Files. C'est un must. Franchement, ça fait partie des choses. Si vous voulez avoir une petite culture, avoir une petite culture sériephilique, c'est X-Files. Par contre, vous n'êtes absolument pas obligé de regarder Alerte à Malibu. Non, on mate sur le coup. On mate. Oui, c'est ça. On mate. On mate et on zappe, en fait. Là, justement, ce qui est intéressant, c'est que vous le dites vous-même, pour Alerte à Malibu, on mate, à savoir qu'on se fout complètement des histoires, des scénarios, des personnages. On n'a rien à battre. Il y avait des histoires, il y avait des noyés. Il y avait des noyés. Voilà, tout ce qu'on veut voir, c'est une jeune femme ou des femmes, en petite tenue, au ralenti, en train de courir sur une plage. Mais les mecs aussi, il y en avait pour tout le monde. Elles sont pas en petite tenue parce qu'elles sont sauveteuses, donc du coup, il faut en mettre un. Ouais. Donc, quelque part, voilà. Donc, vous l'avez très bien dit, on mate. Donc, c'était uniquement le seul intérêt. Ce qui est assez dommage, c'est que c'est devenu ça dans l'esprit des gens, alors que ça ne l'était pas au départ, puisque, vous le savez sans doute, à l'origine, Alerte à Malibu était produit et a été tenu à bout de bras par un mec qui était sauveteur des plages lui-même. Donc, il y avait quand même une histoire basée là-dessus à l'origine, quoi. C'était pas vraiment juste pour voir pas les mêmes. Il y avait une des actrices qui était une vraie sauveteuse. Ce mec est un passionné. Son métier était d'être sauveteur sur les plages de Malibu. Depuis toujours, il voulait transformer ça en faire une fiction. Il se dit, voilà, c'est un très bon sujet. Il y a des séries avec des flics, avec des médecins. Pourquoi pas des sauveteurs? On sauve des vies tous les jours. Et c'est vrai que c'est pas con, dit comme ça. Il a voulu lancer cette série. Pendant la première année, la chaîne NBC en a fait une série policière, ça a foiré. Il a racheté les droits. Vous m'entendez bien? Il a racheté les droits. Ah oui, mais est-ce que ça valait cher encore à l'époque? Ça valait super cher. Il a racheté les droits, il a racheté tous les éléments, il a convaincu David Hasselhoff de rester et de diminuer son salaire. Il a relancé la série grâce à l'implication de chaînes étrangères comme des chaînes anglaises, françaises et allemandes. Et c'est devenu l'Alerte à Malibu que l'on connaît, qui a fait un triomphe pendant des années. Mais à la base, c'est une série faite par un mec qui est absolument passionné par son sujet. Alain, je sais pas si lui, son truc, c'est une série qui prône le fait qu'on peut sauver des vies. Je zappe ou je mate Miss Marple? Il faut mater Miss Marple, Hercule Poirot, etc., Sherlock Holmes, sur des grosses productions anglaises, faites avec beaucoup de soin, beaucoup de rigueur vis-à-vis des romans originaux. C'est généralement très bien foutu. Alors évidemment, si vous n'aimez pas les romans policiers originaux, vous allez difficilement accrocher avec ces séries-là. Mais si vous aimez, c'est de loin les adaptations les plus réussies. Alors très très rapidement, vraiment, parce que là il faut enchaîner ces 4 derniers. Plus belle la vie. C'est un feuilleton quotidien. Moi, c'est pas ma tasse de thé, mais ça peut l'être pour vous. Beverly Hills. Non. Alors moi, c'est non. Okay. Moi, c'est non. Mais je comprends que ça ait pu bercer parce que plein de gens soient retrouvés. Moi, c'est non. Inspecteur Derrick. Encore moins. Charmed. Non. Voilà. Du Charmed, surtout pas. Mais voilà. Les bras m'en tombent. Mais Alain, il va falloir que tu sois courageux. Il va falloir que tu restes avec nous parce qu'on continue la suite du quiz juste après ça. Hélène Rollès, c'est le générique de fin de Hélène et les garçons. Et c'est tout de suite dans J'avoue sur Fréquence 3. Courage et abnégation, Alain. On y arrive. On se retrouve juste après ça. Alors ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. En fait, c'est le générique de fin de Hélène et les garçons. Et alors, à ce qui paraît, Hélène a fait une tournée dans tous les pays asiatiques parce que ils sont fans. Et donc, elle a un vrai fan club. Et on va sauver cette émission en coupant. J'espère que tu es toujours là, Alain. On l'a assassiné là. Ah ouais, ça, on m'avait pas prévenu là. Mais bon. Mais la douce voix d'Hélène, ça faisait du bien de entendre ça nous replonge un peu dans ça fait pas du bien. Non, mais ça passe tout le temps sur la TNT. Oui, c'est vrai. Non, ça fait pas du bien. Et alors, vous nous écrivez sur l'Insta de Fréquence 3, il y a un petit sondage. En fait, on va essayer de faire un hit parade de ces chansons, j'allais dire. Non, le hit parade de ces séries qui sont restées dans votre cœur. Et là, je vois, donc on m'écrit Doctor Who, de Flic à Miami, la série des To Be Free.
nous écrit Vincent, dit X-Files. Dallas Magnum et deux flics à Miami, Le Caméléon, Code Lisa, on reviendra sur Code Lisa un peu plus tard. Oh oui, voilà, je vois que ça parle à beaucoup de gens. Marrant, ça. Sabrina, l'apprentie sorcière, nous dit Sonia. Maggie, ça c'est... J'avais oublié celle-là. Ouais. Tu connais Maggie, donc tu connais pas les séries, mais ça passait avant la météo, chez à l'heure du bain. Une nounou d'enfer. Maggie était en fait une des premières adaptations françaises d'une série américaine. Madame est servie, non ? Non, mais c'est possible. Ouais. Non, je sais pas. Mais c'est pas possible, c'est sûr. Ah, c'est ça ? Maggie, au départ, était l'adaptation d'une série américaine qu'on ne connaît pas en France, évidemment, qui n'a pas été diffusée en France. La série américaine en question s'appelait Maude. Et ça se passait au Vésinette ? Ils ont acheté les droits et ils en ont fait donc une version française qui s'appelait Maggie avec Rosy Vart. Parmi une adaptation. Parmi les messages que vous nous avez envoyés, donc une nounou d'enfer, c'est Camille qui nous a écrit ça. Célène, Friends, il y a beaucoup de Friends, Sex and the City, pour apprendre à survivre, nous écrit Daniela. Eh bien, vous nous écrivez, on va continuer, Alain. Allez, très rapidement, on veut savoir comment Alain regarde une série. VO ou VF ? Un VO. Sous-titre ou pas ? Oui, sous-titre, enfin oui, mais quand même. Je suis un peu fluent in English, mais tout de même. Quelle série complète as-tu en coffret en haut de ta cheminée ? Alors évidemment, c'est au pluriel. E Street Blues, Alfred Hitchcock présente, Les deux flics à Miami, Cosmos 1999, Amicalement Vôtre, Star Trek La Nouvelle Génération, In Treatment, Chapeau melon et bottes de cuir, bien sûr. Oui, quand même, toute une bibliothèque. Là. Je suis en train de regarder, là, je fais même pas gaffe. Et beaucoup de old school, quand même. Law & Order, les news sont plus bas dans la rangée. Est-ce que tu prêterais en haut. Alors bon, en haut, j'espère. Et puis finalement, on les a pas en coffret, les nouvelles. Pas encore, oui. C'est le support physique a tendance à disparaître. Donc oui, vous avez raison, il y en a de moins en moins. Est-ce que tu prêterais un de ces coffrets ? Ça se prête pas, il n'y a pas de question. Vous pouvez l'acheter vous-même. Non mais sans blague. Je veux quoi ce bordel ? Non mais ça va pas, non ? Alain, on veut tout savoir. En séance de visionnage, tu es plutôt puriste. Tu coupes le téléphone, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction, le noir complet installé confortablement et je regarde tout d'un trait. Ou à l'arrache, ouvre un Netflix, popcorn, bonbons, les bonbons stoppent tout dont le papier fait un bruit insupportable. Je mets sur pause pour me commander une pizza, aller aux toilettes. Ou bien en mode inspecteur Colombo et Derrick, avec un calepin et un stylo, ça pose pour analyser les plans et regarder les détails triviaux jusqu'à la dernière mention du générique. Donc puriste à l'arrache ou en mode inspecteur Colombo et Derrick ? Alors en mode inspecteur Colombo, non, parce que même si c'est mon métier, de regarder plein de séries, de les analyser, etc., j'essaye de me mettre dans la peau du spectateur et j'essaye surtout de ne pas devenir le mec complètement blasé qui regarde des trucs pour voir les minuscules détails et qui ressent ça. Donc ça, je déteste ça. Je me plonge dans une série parce que je fais confiance au producteur, au créateur de la série qui va m'embarquer dans son univers. Par contre, si son univers me plaît pas au bout de 2-3 épisodes, j'arrête. À l'arrache comme ça, avec le popcorn et tout, non. Mais c'est spécifique. C'est-à-dire que quelque part, moi, c'est mon travail. C'est mon boulot, c'est ce qu'on me demande de faire. On me demande d'analyser les séries. Donc si je les regarde de travers, si je les regarde de façon superficielle, si je dis j'ai vu 2 minutes, je suis pas très légitime. Donc non, généralement quand je regarde quelque chose, c'est en étant bien concentré, en étant vraiment. Mais j'ai tendance à dire d'abord c'est pas de choix, ensuite c'est indispensable pour mon métier. Et Après. Ça dépend des séries. Quand je dois enquiller plusieurs trucs parce que j'ai un article ou quelque chose à terminer, etc., et que la série supporte ça, non. Voilà. Moi, j'ai une question c'est très lié à tout ce qui est Netflix et aux séries. J'appelle ça le binge-watching. J'ai l'impression qu'en fait, les gens se gavent de séries et à la limite à la fin de la saison ils ont presque oublié tout ce qui s'est passé dans les épisodes, quoi. Est-ce que c'est pas une surconsommation par rapport à un film ? Vous savez, ma politique est de partir du principe que ce n'est pas à moi de juger la façon dont on consomme, la façon dont on regarde, la façon dont on boit. C'est pas à moi de dire à quelqu'un qui doit regarder un film ou une série à telle heure, tel jour, de telle manière, en respectant telle chose, etc.
chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez regarder par tranche de 15 minutes dans le métro en vous rendant au boulot, vous faites comme vous voulez. Mais là, par contre, où je vous rejoins, c'est que quelque part, une série, c'est pas un long film. Que ce soit dans la structure, que ce soit dans la façon dont c'est écrit, que ce soit dans la façon dont c'est produit, une série n'est pas un long film. Une série, donc, c'est pas j'enquille 8 épisodes en coupant le générique début et fin, et vite, j'ai terminé, comme ça, je peux tout oublier le lendemain. Ce n'est pas ça. Alors, est-ce que les Netflix... Une série, a priori, c'est basé sur le fait qu'on va avoir une espèce d'affection avec les personnages. Tout à l'heure, on rigolait avec Plus belle la vie, mais c'est complètement ça. C'est le fait qu'on retrouve nos amis, on retrouve les personnages tous les jours à heure fixe. Alors, on va plus faire ça avec Netflix, avec Amazon Prime, avec... Et justement, Alain, est-ce qu'avec Netflix, du coup, est-ce qu'il n'y a pas des producteurs de séries qui ne joueraient pas justement sur cette possibilité qu'il y ait des gens qui fassent justement du binge-watching? Et donc, évidemment, il y a ceux qui continuent à lancer les épisodes un par semaine, etc., pour créer un peu de tension. Mais il y a aussi quand même pas mal de séries, et c'est Netflix qui a lancé ça, où exprès, ils ont dit, tel soir, on vous met toute la saison. Bien sûr, ne la regardez pas d'affilée. Mais est-ce que les producteurs ne seraient pas tentés de s'adapter justement à ce format-là et de fournir, en fait, de répondre en fait à cette catégorie de binge-watcher malgré tout? C'est intrinsèque à la production de la série, à savoir que quelque part, en effet, quand vous êtes un diffuseur et que vous dites, écoute, tu nous fais une série 8 épisodes, mais tu sais, on n'en a rien à foutre que l'épisode 5, 6, 7 soit nul, mais rien à foutre. Nous, si tu veux, le plus important, c'est que les gens regardent au moins 2 minutes. Au moins 2 minutes. Parce que Netflix compte ses audiences sur la base de 2 minutes. C'est-à-dire que Netflix part du principe que vous avez regardé une série si vous en avez regardé 2 minutes. Alors, on va continuer, parce qu'on est pris par le temps, Alain, mais très rapidement. On va finir avec ces questions-là, mais très très rapidement, parce qu'on est vraiment hors timing. Une réplique préférée d'une série que tu connais sur le bout des doigts? Je ne suis pas un numéro, je suis un anonyme du prisonnier. Excellent. La série que tu regardes, mais que tu n'oseras pas avouer que tu es fan? Je l'avoue à mes amis, c'est les séries Super Sentai, vous savez, les Bioman, Denjiman, Genkiman. Excellent. C'est Power Rangers, c'est destiné aux enfants, moi j'adore ça. Une série des années 90 que tu as dû regarder entièrement, mais que tu n'en pouvais plus? J'ai dû regarder entièrement parce que j'espérais que ça soit mieux. Ça s'appelle Sequest. C'était une série produite par Steven Spielberg. C'était grosso modo c'était Star Trek sous la mer et c'était d'une nullité Star Trek sous la mer. Oh merde. Captain Spock avait des nageoires à la place des oreilles. C'était des broches. C'était avec Roy Scheider et c'était affligeant. C'était très ambitieux au début. C'était un sous-marin hyper moderne, etc. Très très ambitieux au début et ça s'est révélé être d'abord totalement inintéressant pendant la première saison, complètement grotesque dans la deuxième, et ça n'avait plus rien à voir dans la troisième. Donc voilà. Ça a l'air à peu près aussi foireux que Waterworld, qui était le grand échec de Kevin Costner là. Et pourtant, c'est un excellent film. Moitié poisson. Alain, quelle est la série qui n'existe plus et qui mériterait d'être relancée? Profit, avec Adrian Pasdar. C'est une série très en avance sur son temps à l'époque où les télécablés, etc. n'existaient pas encore. Comment ça s'appelle? Une série. Ça s'appelle Profit. Ok. Profit. D'accord. Profit. Et ça racontait l'histoire d'un jeune entrepreneur qui rentre dans une société, mais qui est en fait un sociopathe, un psychopathe absolu. À savoir, il ment à tout le monde et il a un but, c'est de devenir calife à la place du calife. Et pour ça, il est prêt à tout, y compris de dégommer tout le monde. Vers le milieu de la série, on se rend compte qu'en fait, il a passé son enfance flagellé par son père et il dormait nu dans un carton. Ce qui fait qu'il est devenu complètement sociopathe et que quelque part, il rêve de dominer une société, dominer une entreprise, une multinationale, et il est prêt à faire éjecter absolument tout le monde, à tuer littéralement tout le monde en étant au sein de sa société. C'est une série absolument géniale qui n'a duré que 8-9 épisodes. Elle est devenue culte en France, où on l'avait diffusée sur Canal Jimmy, après elle est passée un peu ailleurs, elle est sortie en DVD, etc. C'était avec Adrian Pasdar, qu'on a revu depuis dans la série Heroes, et c'est une série qui était bien trop en avance sur son temps. La plupart des spectateurs de la chaîne américaine ont zappé dès que le personnage a roulé une pelle à sa belle-mère. C'est passé en quelle année, ça? On est sur quelle année? Vous me parlez des années 90, on est en plein dedans. D'accord. Et c'est un vrai petit chef-d'œuvre. Ça reste encore à ce jour. Ça a l'air aussi tordu que Nip Tuck et compagnie, quand même. Oui. Exactement. En fait, c'est un peu un mix entre Dexter et Billions d'aujourd'hui. Là. Et Nip Tuck. Et Nip Tuck, ouais. Mais Nip Tuck, c'est très C'était une sorte de JR. Imaginez JR dans Dallas, mais un JR très, 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 très subtil et très retors.
Alors vous nous Dans le écrivez. monde de la haute finance. On est loin de Charles Ingalls, quoi. Ah, c'était pas grand-chose à voir. Vous nous écrivez daniel@fréquence3.fr ou sur Instagram ou sur Facebook. J'ai un message de Samuel. Salut tout le monde, la série télé qui m'a beaucoup marqué, c'est Friends. Quelle surprise. Tellement que lorsque j'ai élaboré la nouvelle carte de mon restaurant, le Cucuzza, j'ai tout de suite pensé à cet épisode où Joey partage son meatball sandwich avec Chandler. Alors rappelez-vous, c'est un extrait, c'est dans la saison 5, épisode 20, si mes souvenirs sont bons. Et Joey nous avoue qu'il aime tellement ce sandwich qu'il en risquerait sa vie. So you risked your life for a sandwich. I know it sounds crazy, but Chandler, this is the greatest sandwich in the world. In fact, to prove how much you mean to me, here, thanks. Oh, easy, it's not a hot dog. How good is that? Oh, wow. See? Mm-hmm. Hey, oh, dude, what are you doing? I thought you were showing me how much I mean to you. Yeah, with a bite. Jeez. Et voilà, une séquence qui a marqué Samuel, donc le patron du Cucuzza, qui a décidé de mettre ce sandwich à sa carte avec un pain au sésame sauce tomate légèrement relevé avec des boulettes de bœuf, de la mozzarella fumée et du basilic frais. Ça donne faim. Ça donne faim, ouais. Ça donne envie, ouais. Et il y a une autre séquence cultissime. Alors c'est quand Joey essaye d'apprendre le français avec Phoebe. Je pense que ça rappelle beaucoup de souvenirs. Écoutez ça. Je m'appelle Claude. Je te call Blue. No! Okay. Je m'appelle. Great. Okay, faster. Je m'appelle. Je m'appelle. Mais poupou. Okay, it's too hard. I can't teach you. What are you doing? I have to go before I put your head through a wall. No, don't go. I need you. My audition is tomorrow. Chabloubla. Mais la pie. Ombla. Séquence cultissime de Friends et on va toujours rester dans la même époque. Je vais vous passer un morceau, ça va vous rappeler des petits souvenirs. Alain, attention à toi, tiens-toi bien. C'est parti, on écoute les To Be Free, Partir un jour. Alors la nostalgie point trop n'en faut, hein. Ça fait du bien de se replonger dans le bain, mais pas trop longtemps non plus. Voilà, il y a la demande générale et surtout parce que Alain n'en pouvait plus du tout. Notre invité Alain Carazé, spécialiste des séries, et vous le retrouvez dans son podcast Previously, où il parle des séries d'antan et des séries quotidiennes. Les bonnes. Celles sur lesquelles il y a des choses à raconter, les bonnes, hein, pas. Oui, voilà, les bonnes séries, garçons, tout ce dont on ne va pas parler ce soir, voilà. Donc vous retrouvez ça dans Previously, le podcast d'Alain Carazé. Et donc voilà, les To Be Free, c'était encore ces années 90. Maintenant, nous allons parler avec quelqu'un qui est un peu. Ah non, attends, avant de parler des séries, je voulais dire que vous nous écoutez sur Fréquence 3, vous nous voyez sur Facebook, mais vous n'entendez pas la musique sur Facebook. Donc je vous invite à nous rejoindre sur fréquence3.com pour nous écouter. Pour profiter des To Be Free. Pour profiter. Non, justement. Là, tout le monde va basculer sur Facebook. Voilà. Pas de surprise, sur Facebook, on a l'image, mais pas le son. Mais venez sur Fréquence 3 et pour nous écouter. Et c'est même en FM, en Touraine et en Loir-et-Cher. Salut à tout le monde. Et maintenant, je me tourne vers Johan. Johan, tu es addict aux séries, c'est ça ? Addict aux séries, vu ce qu'on a entendu, non, beaucoup moins que certains. Hein. Non, j'ai été biberonné aux séries. Moi, j'ai grandi en appartement, comme je disais, et donc quand tu m'as demandé de faire un papier sur les séries, je me suis dit blablabla. C'est un peu une toujours série, pareil. Blabla, c'est ça ? Non. Tu confonds avec trop de blabla, toi. Car oui, tu l'ignores peut-être, mais j'ai grandi en banlieue, en appartement. C'était pas Dallas. Hein. Y avait de quoi se prendre pour le prince de Bel-Air. C'était pas Rémi sans famille ou Punky Brewster non plus. Hein. On vivait pas non plus dans la petite maison dans la prairie, mais c'est vrai que quand je sortais de ma seconde B, sauvé par le gong, en fin de journée, et qu'on n'était pas en train de faire des conneries en bas, comme on disait avec mes petits frères, on bouffait des séries. Alors certes, on n'était pas 7 à la maison, hein,
Donc c'était pas toujours la baston pour choisir le programme dans notre belle famille. Pas mal. Mais si j'étais plus Hartley cœur à vif, mes frères c'était plus X-Files pour l'un et Lois et Clark pour l'autre. Hein. Donc on trouvait des arrangements avant que le shérif nous fasse peur. Dans notre dynastie, pas d'AB Productions, désolé, pas d'AB comme Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles, Les filles d'à côté. On était plus branchés à Agence Touriste que Riptide ou Starsky Hutch. La soupe, non merci, quoi. Alors l'homme qui valait 3 milliards, c'était celui qui arrivait à imposer son programme, parce qu'il fallait jouer les MacGyver pour finir ses devoirs avant d'allumer la télé. Les deux autres se trouvaient prisonniers de leur chambre, comme Arnold et Willy, ou réfléchissaient à un stratagème type Prison Break pour choper la télécommande. Et pour ça, on avait l'amour du risque. Tous les coups étaient permis. C'était pas amicalement vôtre dans l'esprit. Pas de Friends tous les jours, je vous le dis. Néanmoins, j'en garde d'excellents souvenirs. À l'époque, on critiquait la télé, mais c'était quand même un lien social dans les familles. Quoi de neuf, docteur ? Chacun vit sa vie de famille dans son coin, marié 2 enfants, mais moi, à l'époque, j'aimerais y retourner en mode Code Quantum, pour ceux qui connaissent. Juste pour revivre ces happy days. Tous ensemble à manger des chips. Je savais pas comment passer chips. On va manger des chips. Comme ça, tu peux caler le grand détournement en même temps. Et à tomber sous le charme de Dark Angel, Ali McBeal ou Buffy, quoi. Même si c'était pas la fête à la maison tous les jours, on était heureux en famille. Merci Johan. Il y a beaucoup de séries en fait qu'on a oubliées qui étaient vraiment emblématiques de cette époque. Et on va continuer avec toi, on va faire la loi des séries avec toi en fait. Je vais te demander très rapidement, on continue ou on arrête ? Ouais. Les rires en boîte, on continue ou on arrête ? Moi je dis on continue. Et ça me servirait tous les jours. On peut même continuer dans l'émission. Ah ouais. le petit roulement de tambour aussi. Est-ce qu'on fait, on garde ou on jette les interscènes, tu sais, avec les fameuses façades oui, on garde parce qu'il faut faire rêver un peu les gens. D'ailleurs, petite parenthèse, tous ceux qui sont allés à New York ont l'impression d'avoir vu la ville toute leur vie, même s'ils y étaient jamais allés, mais tout ça grâce aux séries. En effet. Est-ce que spoiler Si je peux me permettre simplement un petit truc, les rires en boîte, vous savez qu'en fait, il n'y en avait pas. Oui, c'était en studio. Exactement. C'était les vrais rires, vraiment les gens. C'est en France qu'on a inventé l'idée qu'il y avait des rires en boîte. Je simplifie, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est-à-dire que c'était trop compliqué en France d'avoir des gros panneaux applause. D'avoir du public surtout. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, quand on a découvert les sitcoms et qu'on a découvert les sitcoms américaines qui avaient des rires, on a dit oui, mais c'est des rires en boîte. C'est parce que pour la version française, quand on faisait un doublage, évidemment, on ne faisait pas un doublage devant un public, on n'enregistrait pas les rires du public. Donc c'était obligatoirement des rires enregistrés. Mais dans la version originale, si vous regardez Friends en version originale, il y avait des gens en studio. C'est des gens en studio, j'y étais, c'est des gens en studio. Est-ce que spoiler, c'est tromper ? Et non, c'est tout l'inverse. Spoiler, c'est dire la vérité finalement. Tu vois ? Je sais que tu es fan des séries AB. Oui, j'adore ça. Et comme c'est d'actualité, je dois te poser cette question. Oui. Tu préfères l'appartement kitsch des filles d'à côté ou l'appartement surréaliste des musclés ? Alors moi, j'aimais beaucoup l'appartement des musclés. Et si je peux mettre les filles d'à côté avec. D'accord, mais on peut s'écouter le générique. On va l'écouter. Tu te rappelles de cet appartement avec le lavabo dans le salon ? Oui, c'est vrai qu'il y a des choses improbables. Et en même temps, il y avait une extraterrestre et un enfant qui, je sais plus ce qu'il faisait avec son oreille, mais ouais, c'était assez glauque. Et la déco, c'était très années 90. On continue ou on arrête ? Joséphine, on revient. Je crois qu'il faut l'arrêter. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Ça passe toujours. Ah bon ? Ah oui, ça continue. Il y a des gens qui regardent encore ça. Je ne savais pas du tout. Alors maintenant, il faut se concentrer. Johan, tu préfères un petit déjeuner interminable où tu beurres la biscotte le temps d'une scène devant un parterre de croissants, pain au raisin et brioche de la vie, mais t'as pas le droit d'en croquer une seule pour des raisons de plan raccord, ou avoir le cocktail de ouf façon caipirinha bleuté au curaçao dans la cafétéria d'Hélène et les garçons, mais que là aussi, pas question d'avaler une seule gorgée, même s'il fait plus de 50 degrés sous les projecteurs.
Bah, je penche pour la deuxième parce que déjà leur cocktail était tellement fluo que ça donnait pas du tout envie. Et puis ton cerveau il est off complètement, donc tu peux être ailleurs en fait. Ton cocktail il est dans ta tête. Hein. Moi je te félicite quand même parce que tu as réussi à te rappeler de la première partie de la question quand on arrive à la fin. C'est un peu... Là j'ai fait du binge hearing. Binge hearing. Johan, tu préfères être copine avec les jumelles Suzy et Suzon, mais tu sais jamais qui est qui. Moi je suis copine. Ou avoir comme amie Annette dans Hélène et les garçons. Alors, les années fac, mais tu devras supporter sa voix stridente. Tu m'as expliqué qui étaient ces personnages et je pense être avec les deux jumelles. Parce que finalement, si tu sais pas laquelle est laquelle, c'est pas vraiment de ta faute. C'est pas vraiment de ta faute. Tu dois réécrire une sitcom. Si tu devais, hein. Qu'est-ce que tu rajouterais dedans? Et laquelle, surtout? Bah moi, je pense que je ferais Code Lisa, mais je serais tout seul avec elle. Ah, d'accord, Code Lisa. Sûr et certain. Il faut qu'on enchaîne. Eh bien, on va s'écouter L'Homme parle. C'est tout nouveau. C'est Vent de toi. Allons-y. Fréquence 3, L'Homme parle, Vent de toi. On retrouve tout de suite après dans J'avoue. Est-ce qu'on s'aimera comme des amants si j'ai pas de compte aux îles Caïmans? Même pas de Rolex après 30 ans. J'ai des valeurs d'un autre temps. J'adore te regarder quand tu danses. On dirait que t'es seul au monde. Le temps s'arrête. Je pense que tu es à moi juste une seconde. On pourrait vibrer toute la vie dans l'insouciance des lendemains. Faire l'amour comme la première nuit. Un peu sauvage, un peu gamin. Jusqu'à la fin. J'ai eu vent de toi. L'automne est passé par là. J'ai eu vent de toi. Le printemps nous retrouvera. J'ai eu vent de toi. Si le monde nous inspire pas. J'ai eu vent de toi. On met les voiles, toi et moi. J'ai faim de moi dans la tourmente. On vivote entre terre et ciel. Pas très doué en force de vente. Notre richesse est immatérielle. De toi, moi, et là je m'en fous. Tant que t'es pendu à mon cou. Nos corps perdus s'envoient en l'air. Je t'embrasserai demain comme hier. Si les ennuis sont de la partie, on les chasse à coups de pied dans le cul. Jusque là, on s'en est sorti. On improvise et c'est reparti. Et c'est reparti. J'ai eu vent de toi. L'automne est passé par là. J'ai eu vent de toi. Le printemps nous retrouvera. J'ai eu vent de toi. Si le monde nous inspire pas. J'ai eu vent de toi. On met les voiles, toi et moi. Déserteur de l'ennui, j'ai perdu le goût du profit. J'ai eu vent de toi au bout de la nuit. Bye bye les coups du samedi. T'aimer c'était tentant. Un taf pour un cœur de titan. Dis quand est-ce qu'on fout le camp de la foule et de tout ce boucan. Animal en cavale, nuit debout, orgiaque. Avec toi c'est la vie que je braque. Tu t'ennuies, j'ai que dalle, dis-moi oui, je t'emballe. Si je pars sans toi, je claque. J'applaudis à la fin des temps. Tant qu'on le quitte en amant. On se bécote comme des débutants. Shooté au firmament. L'automne est passé par là. Le printemps nous retrouvera. On met les voiles, toi et moi. J'ai eu vent de toi. L'automne est passé par là. J'ai eu vent de toi. Le printemps nous retrouvera. J'ai eu vent de toi. Si le monde nous inspire pas. J'ai eu vent de toi. On met les voiles, toi et moi. On met les voiles, toi et moi. On met les voiles, toi et moi. L'Homme parle, Vent de toi, c'est tout nouveau, c'est sur Fréquence 3. Et on revient sur les séries. Salut Renaud. Salut Daniel. Bienvenue dans J'avoue. Alors on parle de séries, des sitcoms des années 90 et ils sont peut-être oubliés sans doute à tort et nous ont fait frémir pendant notre jeunesse. Le vendredi soir, à pas d'heure, on tombait dessus par hasard et on s'y prenait au jeu rapidement dans toute cette excitation, transpiration et chaleur humaine parfois brute. Mais je vous rassure, ce n'est qu'un jeu d'acteur ou parfois d'actrice. Non, je ne parle pas du journal du hard, mais de ces bodybuildés en slip de catch. Oula.
Alors, oui, Daniel, j'avoue qu'étant enfant, j'aimais les films sur les gladiateurs. Et les péplums en général, d'ailleurs. T'aimes ça, les films de gladiateurs? Franchement, des messieurs à moitié nus, au torse huilé, qui se battent sans se décoiffer, moi, ça m'a toujours émerveillé. Et c'est pour ça que quand tu me parles de séries télé, je pense à un autre type de jeu d'acteur, justement le catch américain. Et ça, c'est du spectacle. Attends, tu parles des mecs en maillot moulant qui se jettent par terre en faisant semblant d'avoir mal? Non, ça c'est le football, ça. Non. Le catch, c'est comme une série télé. Il y a des personnages, les gentils et les méchants, il y a des scénarios, des histoires, il y a même des dialogues. Ouais, ça frise quand même un peu le ridicule. Oui, mais au moins là, ils le font exprès. C'est pas comme à la télé française. C'est pas du nanar. Quand j'étais gosse, tu vois, et c'est vrai, hein, je regardais le catch avec ma sœur, qui était une super grande fan de The Undertaker, le fossoyeur. C'était une espèce de monstre de plus de 2 mètres de haut, avec des cheveux longs, habillé en noir et qui enfermait ses adversaires dans un cercueil. C'est celui qui avait sa propre musique pour rentrer sur le ring, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Attends, c'est Top Gun, ça? Ça fait flipper quand même. La voix aurait pu se tromper, mais non. Eh non, c'était bien The Undertaker. Et figure-toi que ma sœur, 1m50 au garrot, hein. Eh ben, ma sœur est devenue culturiste plus tard. Oui, monsieur. Et je t'interdis de te moquer. Ah bah, il est déjà mort de rire. Ben ouais, mais je dis ça très sérieusement parce que pour moi, ça, c'est la grande classe. Parce qu'aujourd'hui, on critique beaucoup certains physiques qu'on montre à l'écran sous prétexte qu'ils sont irréalistes. Et moi, je dis qu'avec de la volonté et du travail, il y a plein de choses impossibles qui peuvent se réaliser. Tout ça parce qu'au lieu de voir les choses comme irréalistes et irréalisables, on peut aussi les voir comme une source d'inspiration et de motivation. Et toi, tu es devenu musclé après avoir regardé du catch quand tu étais enfant? Non, moi j'ai pas pris du muscle, j'ai juste pris du ventre. Mais ça c'est parce que je suis feignant. Je vais pas accuser la société pour ça. Et pourtant, après toutes ces années, je peux encore te les citer. Les Bret Hart, les Razor Ramon, les Hulk Hogan, les Shawn Michaels, même les Randy Savage, Macho Man. Ça c'était des vraies références. Avec la musique de Macho Man. Tu l'as reconnu, c'était un peu ton blind test pour voir si t'allais voir lequel je mettais. Mais bien sûr, mais 20 ans après, je m'en souviens encore, figure-toi. Et tu vois, même si on accuse le catch d'être bidonné, ben moi j'y croyais à fond quand j'étais gamin. Et aujourd'hui encore, je vais te dire, j'ai envie de te dire que c'est le spectacle le plus honnête qui existe. Parce que tu peux te moquer autant que tu veux des costumes et des répliques. Les mecs, et les femmes aussi d'ailleurs, sont de vrais athlètes. Les muscles ne sont pas en silicone. Et le travail pour nous divertir, pour passer par-dessus la 3e corde sans se blesser, eh bien ce travail-là est énorme. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus réaliste que des gens qui jouent les gros durs et se tapent sur la gueule avec des chaises en plastique? Tous ces gens qui misent sur l'apparence et la grande gueule, tu les croises pas au quotidien peut-être? Le catch, c'est encore plus qu'une série. C'est un documentaire. Et comme disait ma mère en Corse, c'è più fume che arrosto. Il y a plus de fumée que de rôti. Pour parler des gens qui ont beaucoup de prétentions mais qui font pas grand-chose. Il y a plus de fumée que de rôti. J'adore ta grand-mère, vraiment, c'est incroyable. Merci Renaud. Merci à toi. La 3e corde, eh bien encore merci Renaud, merci Alain et merci à Nicolas, merci à Johan, merci à La Voix et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Souvenirs, toujours les années 90 avec les Spice Girls, ça s'appelle Stop. Et on se retrouve le mois prochain dans J'avoue sur Fréquence 3.